Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Napoléon. Alors vous l'avez vu évidemment sur nos antennes, puis suivre des émissions spéciales, mais à Val d'Isère de ces Napoléons. Alors ça a commencé dans le train, vous vous en souvenez, puis ensuite dans l'auditorium. Et on va revenir évidemment là aujourd'hui à Paris, au niveau de la mer. On ne sera plus à Val d'Isère, nous ne sommes plus à Val d'Isère, pour faire le débrief de ces Napoléons 2022. Et j'ai avec moi évidemment les fondateurs et les organisateurs. Olivier Mouleyrac, bonjour. Ravi de vous revoir. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Ravi également. Très bien. Vous avez bien dormi on a un peu dormi, ouais, on va mieux. Parce que je me souviens de vos visages le vendredi où vous étiez un peu atteint. C'est une épreuve physique. Monder Abdelnader, merci d'être avec nous évidemment. Vous êtes ce duo de choc, organisateur évidemment et fondateur des Napoléons. Les médias vous ont baptisé comme le mini Davos. Ça vous va ça comme définition ? Si c'est sur l'exigence qu'on apporte à avoir les personnes qui sont vocales, comme disent les Anglais. Je sais qu'on n'aime pas les anglicismes ici, mais nous, on l'assume. Oui, bien sûr, il y a une exigence éditoriale forte. Et il y a évidemment la volonté d'infléchir le cours du progrès avec des idées qui sont des idées portées par des gens très engagés. Très engagés, en effet. Ça vous va, ça, le mini Davos ? Ça nous va très bien. Effectivement, c'est la question de l'exigence qui est importante. Et donc, oui, ça nous va très bien. Alors, rappelons pour ceux qui ne connaissent pas les Napoléons qu'en 2017, c'était en décembre 2017, Barack Obama était venu vous rendre visite. Il avait été un des speakers, une des personnalités. François Hollande avait lancé sa fondation La France s'engage, j'ai vu ça. Juste avant. Le thème était l'engagement, d'ailleurs. Et ça collait très bien, puisque cette fondation mène des actions très concrètes. C'est Val d'Isère et c'est Arles. Le choix de ces deux villes, la montagne et la Camargue. Déjà, on souhaitait effectivement ne pas faire ça à Paris, parce qu'il n'y a pas la même relation et la même capacité d'écoute. Quand on est à Paris, dans des événements, le temps, l'agenda... et pas habillé pareil, j'ai remarqué aussi. Il y a aussi une question vestimentaire, mais c'était pas l'objet. C'était pas l'objet premier. Moi, je suis arrivé en costume et en petit escarpin, en petites chaussures de ville, et j'ai vu quand même le patron du MEDEF, des grands patrons qui arrivaient avec des grosses chaussures de montagne quand même. Enfin, faut le dire. Oui, on s'adapte. C'est mieux si on veut éviter de se fracturer le coccyx. Ça va jamais deux jambes. Voilà, c'est mieux. Mais effectivement, l'idée c'était de ne pas faire cette proposition à Paris, parce que les relations qu'on crée à Val d'Isère et à Arles sont des relations singulières du fait de ces 4 jours. Alors, thème, vous allez le voir au cœur des enjeux, alors pas seulement politiques évidemment, c'était le thème gouverner cette année, enjeux économiques, social, environnemental et bien sûr politique. Notre aventure, moi je suis devenu un Napo finalement à travers ces 3 jours, l'aventure avait commencé dans le train et j'avais interviewé justement Najat Vallaud-Belkacem. Elle nous donnait sa définition de ce mot gouverner, ancienne ministre de l'Éducation nationale, faut-il le rappeler ? Par exemple, cette année, donc le thème c'est gouverner, mais la question c'est pas simplement gouverner un pays, une collectivité locale. La question sera posée. C'est aussi gouverner les corps, gouverner les esprits, c'est gouverner les émotions. Donc en fait, c'est vraiment un moment de réflexion intense et en même temps de détente mentale, j'allais dire, parce que on s'ouvre aux autres sans a priori, on sort de nos bulles respectives. Je crois que ça aussi c'est très important parce que ce qui explique beaucoup des tensions que traverse notre société, c'est que chacun est dans sa bulle avec des biais de confirmation permanents, puisque vous êtes déjà convaincu d'une chose, vous ne retiendrez que ce qui va dans votre sens et vous n'écouterez plus les arguments des autres. Et ici, on arrive à entendre les arguments des autres. Et donc cette contradiction, ces débats, je trouve que c'est vraiment très très précieux. Voilà, ça a commencé dans le train, la réflexion. Ça vous va, cette définition de Najat Vallaud-Belkacem ? Venant effectivement de quelqu'un comme Najat Vallaud-Belkacem, qui est vraiment un esprit très ouvert et un esprit de lumière, qui dirige aujourd'hui One, qui est cette ONG qui fait un travail formidable sur la lutte contre sida, malaria, tuberculose, et qui a brillamment exposé ses points de vue sur la manière de gouverner et le rôle justement des organisations comme celle qu'elle dirige dans le progrès que nous tous attendons sur les enjeux démocratiques. Olivier Monder, juste comme ça, parce qu'on a une émission et on a le temps aussi de se poser, on ne prend jamais le temps de vous poser cette question simple.
Ça naît comment dans vos têtes, puisqu'ensuite on va parler des entreprises qui vous accompagnent depuis le début, c'est tout l'intérêt des Napoléons. Mais comment ça naît dans vos têtes, ces Napoléons? Ça Sans S, hein. Oui, non, mais ça naît d'une volonté déjà de liberté. Je crois qu'on est sur la chaîne des entrepreneurs. Et voilà, des audacieux. Voilà, des audacieux et des entrepreneurs audacieux. Alors je ne sais pas si on est audacieux, mais en tout cas, il y avait une volonté d'entrepreneuriat déjà. En tout cas pour ma part, puisque moi j'ai travaillé longtemps en tant que salarié dans un grand groupe de communication. Et l'idée de cette proposition, elle est aussi venue d'une volonté d'avoir un peu de liberté, d'avoir un peu, entre guillemets, la capacité de mener mon destin. Donc déjà, il y avait ça. Et puis après, c'est une rencontre. Il se trouve que nous, on s'est connus lorsqu'on était au tout début de nos carrières professionnelles chez RSCG, pour ne pas la nommer. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis on s'est retrouvés sur cette volonté de créer ce moment. Mais à quel moment ça se passe autour d'un verre, dans un café? Vous vous dites, il faut inventer quelque chose qui soit disruptif, qui permette, comme on le verra tout à l'heure, des univers très opposés, très éloignés, puissent se parler sans masque. C'est ce que dit Najat. Oui, 2014, on est en plein dans le questionnement sur cette innovation qui arrive et le fait qu'on ne sait pas s'en emparer parce que soit on en a peur, soit on ne sait pas à quoi elle va être utile. Et tout n'est pas encore là. Nous, on est convaincus parce qu'on fréquente des gens qui sont plutôt curieux de nature dans nos parcours et on s'est dit c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il y a matière à réunir tous ces acteurs de l'innovation, qu'elle soit politique, technologique, environnementale, qui ont envie de changer les mondes, mais en étant conscients des valeurs qu'on avait envie de défendre ensemble. L'innovation n'impliquait pas une destruction, même créative, comme dirait Schumpeter. Voilà. Et c'était très important pour nous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et l'envie qu'on avait, c'était de se dire... Il n'y a plus de controverse en France. On veut une controverse utile. Il faut de la controverse. Et on ne la trouvait pas. Donc on avait envie de créer... C'est le débat utile, c'est pas le débat artificiel où on s'engueule pour rien. C'est aussi une des raisons des 4 jours, c'est qu'il y a un temps long, c'est pas un temps... voilà, on est quand même dans le règne de l'immédiateté aujourd'hui et de l'émotion, et aussi faire cette proposition sur 4 jours, ça participe à ça aussi. On va le voir, mais il y a aussi des enjeux forts dans les thèmes que vous choisissez. Il y a l'égalité homme-femme, parce que la thématique de gouverner, c'est très large, puis à l'intérieur, il y a quand même des actrices, des femmes extrêmement engagées, on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Ça, on sent que c'est votre ADN. Oui, dans la communauté des Napoléons, on est fiers d'avoir, je crois, tout le spectre du féminisme en France, des plus radicales aux plus peut-être douces, j'allais dire. Apaisées. En tout cas, c'est que des... Et on est fiers de ça. D'ailleurs, on est un réseau social avant tout, et on a beaucoup plus de femmes que d'hommes à l'intérieur de notre réseau, si je m'en tiens à la nomenclature, j'allais dire traditionnelle. C'est pas flagrant là sur le plateau. On va le voir dans quelques instants, parce que vous serez accompagnés tous les deux séparés dans quelques minutes par des femmes, des féministes chrétiennes, Anne Soupa qui sera avec nous, et puis Anna Assouline qui est une activiste, une militante engagée qui a été d'ailleurs qui a reçu des prix pour ses documentaires. Et d'ailleurs, et ce qui m'amène à avancer un peu, il y a évidemment ce moment de rencontre où on met un gros pull en laine, des grosses chaussures, on pose le masque, on discute et on se rend disponible. Et puis il y a quand même tout un travail de philanthropie, d'accompagnement de projets, de projets que vous allez soutenir, on est bien d'accord? Oui. Tout à fait. Alors Olivier. Au départ, ça se faisait de façon un peu organique, non organisée. C'est ça. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait de très belles histoires qui s'écrivaient au Napoléon, et on s'est dit c'est un peu dommage que ça se fasse de façon un petit peu, comment dirais-je, là encore organique, mais pas forcément tout à fait organisée. Et nous, on a souhaité créer justement un outil qui nous permette de mieux organiser ça et surtout de mieux accompagner les personnes qui en ont le besoin. Monders, ça c'est intéressant parce que, encore une fois, ces femmes qui ont des discours souvent très engagés, je pense notamment à cette jeune femme juriste qui a créé cette ONG pour Rana Amra, pour Humanity Diaspora. Absolument incroyable ONG qui va essayer de contrôler de la précarité des femmes et qui a touché près de 200 000 femmes pour leur hygiène intime. Et alors effectivement, depuis 7 ans, c'est ce qu'on fait au Napoléon, comme Olivier l'évoquait. On a décidé, surtout pendant la période du Covid, comme on ne pouvait plus rien faire, pendant les premiers confinements. Même là, c'était compliqué parce qu'il fallait quand même... Vous avez été très prudent, il faut quand même le préciser. Chacun a été testé, il faut le dire. Passe vaccinal avant l'heure et test négatif. Oui, j'ai pris le coton-tige. Je vous non, mais en fait, on s'est rendu compte, juste pour faire un petit aparté là-dessus, c'est vrai que c'était assez... on l'a fait parce qu'on a eu on savait que les gens allaient venir. Il y avait aussi une envie de venir. Mais on s'est dit, on prend le train, on va au restaurant, on va au cinéma, on va au théâtre. La réalité, c'est que sur le papier, donc c'est ce qu'on fait
on a fait pendant ces 4 jours. Il n'y avait aucune raison qu'on ne le fasse pas, mais il fallait que les gens, entre guillemets, aient cet esprit un peu de bravache pour venir. Mondert, je vous ai coupé. Oui, la motivation est forte. Je rebondissais juste ce que disait Olivier. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que de toute façon, on ne peut plus créer de valeur de manière autarcique. Et cette valeur, elle doit être vraiment faire attention à respecter les valeurs qu'on a envie de défendre. Voilà. Et donc, rien que pour ça, le fait d'accompagner, d'accélérer l'innovation sociale et solidaire, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la philanthropie. C'est déterminant pour l'avenir du pays et de l'humanité. On sent que c'est au cœur de vos valeurs, ça. Évidemment. Oui, c'est un point essentiel. Oui, c'est important parce que réunir des gens, c'est bien, mais si on peut participer, nous, on n'a pas les moyens de Microsoft, de Coca-Cola ou d'autres. Voilà, donc c'est notre façon de rendre un peu. Voilà. Un mot, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des organisateurs, des fondateurs, en termes de coulisses, en termes d'éditorial. Vous savez, souvent les gens veulent savoir comment ça se passe dans une rédaction, pourquoi on a mis en une ce titre et pourquoi on n'a pas mis celui-là. J'imagine que vous avez à peine sorti, à peine dormi, parce qu'il a fallu vous reposer un peu. Vous avez redébriefé, puis remis en scène ce qui allait se passer, on en parlera à la fin de l'émission, à Arles, parce que ça se prépare. Comment on choisit le thème? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Le va-et-vient avec vos partenaires? Vous leur dites on fait gouverner, ils vous disent peut-être pas. Comment on élabore la ligne éditoriale des Napoléons? Il y a effectivement... Vous vous engueulez un peu parfois ou pas? Oui, bon, on s'engueule pas, mais on a des fois des de la controverse. Voilà, on a des débat différences de points de vue. Et puis à un moment, on arrive toujours à trouver... voilà, il faut effectivement... Il y a la question du moment, il y a la question du moment de la société. La gouverner, évidemment. Bon, évidemment, il y avait là... Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on colle à l'actualité. Généralement, on a plutôt tendance à ne pas coller à l'actualité. Mais là, on s'est dit, au regard du contexte, que c'était peut-être bien justement d'avoir qu'on ait une part de voix dans le débat. Donc c'était important pour nous de traiter de cette thématique, mais on a la chance, on a une chance inouïe, c'est qu'on a des vigies absolument partout, de par la communauté qu'on anime. Et donc souvent nos thèmes ont été poussés par nos Napoléons qui nous disent ça, vous devriez réfléchir à ça. Voilà. Ouais. Et c'est pour nous, c'est une chance inouïe parce qu'on a vraiment des vigies partout. Donc c'est l'alchimie que vous devez connaître. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'impose à vous tous. Et qui règle les problèmes. On est arrivé à gouverner de manière simple. On était inquiet sur ce que la France représente en termes d'hospitalité, par exemple. Avec des discours sur l'immigration, il faut le dire. On était inquiet sur la conscience que nous avions sur les océans et leurs enjeux. Najat Vallaud-Belkacem le rappelait. Nous étions inquiets sur les sujets de souveraineté. Nous nous posions beaucoup de questions sur les sujets évidemment liés à la démocratie, à la participation du citoyen. L'histoire. Nous étions inquiets de tout ça et c'est un peu ça qui tout à coup on se dit gouverner va nous permettre de traiter tout ça et va nous permettre de le traiter avec une très grande proximité et des acteurs qui sont des faiseurs au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que ça colle avec l'esprit de Bismarck et de ces entrepreneurs audacieux. C'est-à-dire que beaucoup ici sur ce plateau, dans toutes les émissions que l'on fait, nous expliquent finalement que tout ne passe pas par le politique. Que beaucoup de choses s'inventent, et on le découvre au Napoléon, à côté. L'entreprise est politique. L'entreprise, c'est l'organe social de référence. Aujourd'hui, c'est un levier majeur d'évolution de plus en plus de la société. Et on l'a vu pendant le Covid. La réaction de certaines boîtes était quasiment des réactions politiques. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'est mise en place de protocoles presque avant même que le gouvernement le décide. La relation avec les salariés qui a complètement changé. Cette question du télétravail qui a impacté énormément. Voilà, donc tout ça. Avant de découvrir nos invités qui sont des féministes, qui sont des femmes engagées, parce qu'on tenait beaucoup aussi à leur donner la parole, et vous leur avez d'ailleurs abondamment donné la parole comme speaker, comme personnalité dans les keynotes. Qu'est-ce qui s'est passé à Val d'Isère? Quel était le moment où vous vous êtes dit je suis heureux de faire ça, je suis fier de le faire? Parce qu'il y a des moments comme ça, des instants. En fait, dès le rendez-vous à la gare, parce que autant vous dire que ça a quand même été... en fait, on n'a jamais... ça fait maintenant 7 ans qu'on fait ça, et on n'a jamais travaillé avec une visibilité aussi courte. Là, c'était une visibilité à 24 heures, ce qui est... Ça s'appelle un hyper-stress. Voilà, d'où nos têtes, parce qu'on a 25 ans chacun. Donc, vous voyez, vous les faites pas. Voilà, on les fait pas, mais non, la réalité, c'est que c'est vrai que ça a été extrêmement dur, parce qu'on se couchait tous les soirs avec la possibilité que ça soit annulé le lendemain. Donc, même d'un point de vue managérial, c'est compliqué, parce qu'il faut motiver votre équipe qui était pour beaucoup persuadé que ça n'allait pas se faire, parce que quand on voyait le contexte, voilà, ça a été difficile. Et puis après, il faut aussi convaincre nos partenaires, les embarquer avec vous dans cette aventure, parce qu'on ne fait pas ça sans nos partenaires. Mais la satisfaction qui est la plus forte, évidemment, c'est quand vous trouvez, à l'issue de ce sommet,
les activistes, les associatifs, les engagés, quels qu'ils soient, sur n'importe quel sujet, repartent avec une solution, au moins une, et pas uniquement financière, à leur questionnement. Une rencontre qui a changé, déterminante. C'est ça l'intérêt. Et c'est ça J'ai parlé, j'ai pu échanger, j'ai grandi, j'ai apporté une solution. En fait, c'est tout du long. Et souvent, d'ailleurs, ça ne se fait même pas à Val d'Isère. Nous, en fait, on organise la rencontre et après, il y a tout un travail qui se fait après à Paris. Et c'est ça qui est chouette. On va découvrir nos invités. C'est Monder qui va rester avec nous, mais on vous retrouvera, Olivier, avec une autre invitée parce qu'elle vous tient très à cœur, je le sais. Deuxième partie de notre émission, c'est juste après ce jingle. Retour en plateau, comme je vous l'indiquais, je suis toujours avec Monder Abdelnader qui est avec moi, l'un des fondateurs organisateurs des Napoléons. Nous étions à Val d'Isère pour ceux qui nous rejoignent et puis nous avons à nos côtés Anne Soupa. Bonjour Anne. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Alors, vous êtes une Napo, vous m'avez immédiatement dit, attendez, moi j'étais pas speaker cette année, ce qui impliquait d'ailleurs le fait que d'autres années vous l'avez été. Je vous ai entendu, vous avez consacré des interviews, vous avez pris le temps. Je vous présente tout de même bibliste, théologienne, écrivaine. Il y a eu le comité de la jupe qui avait fait grand bruit. Vous êtes une féministe chrétienne et vous avez vous êtes portée candidate pour devenir archevêque au moment du départ du cardinal Barbarin. Cela aussi, ça avait fait du bruit, grand bruit. Et vous avez écrit un livre en 2021 chez Albin Michel, Pour l'amour de Dieu, pourquoi j'ai osé bousculer mon Église. Vous êtes une femme engagée et quand on va au Napo et qu'on indépendamment d'ailleurs des keynotes, des espaces médiatiques, et qu'on croise des femmes, elles sont toutes engagées. D'où vous vient votre engagement ? Il a été très tardif, parce que j'ai travaillé 15 ans le nez dans ma Bible, et très heureuse de le faire. Et il est venu de la phrase de Monseigneur 23, l'archevêque de Paris, qui un jour, sur Radio Notre-Dame, a dit « Il ne suffit pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête. » Oui. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Je sentais le raidissement de l'Église catholique arriver. Et vous savez, les femmes sont le marqueur des raidissements. Quand les femmes sont touchées, c'est qu'un régime est en train de changer de posture. Et non seulement de posture, mais de fond, d'engagement profond. Et là, quand j'ai vu qu'effectivement, on traitait de cette manière les femmes, j'ai porté plainte avec mon amie Christine Pedotti. Nous avons porté plainte aux tribunaux ecclésiastiques, ce qui était une marque de révérence envers les institutions de l'Église catholique, mais ce qui n'a pas eu de conséquences pratiques. Mais Monseigneur 23 a regretté très vite, il a compris que... Pour étouffer la polémique. Il a compris qu'il était mal embarqué et il n'a pas franchement regretté, il s'est arrangé pour avoir des phrases contournées, mais le résultat était là, nous n'allions pas persévérer. C'est de là que démarre votre engagement, votre combat, puisqu'on peut parler d'un combat. Exactement, et ça a étonné certains de mes amis, mais vous savez, je crois qu'on porte tous en soi des choses souterraines qui arrivent avec les circonstances et les rencontres, surtout avec les rencontres. Et je dois dire que ma présence au Napoléon a été pour moi aussi l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de relations, de liens, d'ouverture, parce que moi je crois en un catholicisme ouvert qui marche de manière concertée avec sa société, même si il a une espérance de l'au-delà, il marche la main dans la main avec ce qui se passe dans le monde. Dans la vie. Dans la vie, bien sûr. Mais c'était ma question d'ailleurs. Qu'est-ce que cela fait d'aller au Napoléon ? Moi, le sentiment que j'ai eu, puisque j'y ai vécu, c'était mes premiers, c'est que les masques tombent et que finalement on va vers des personnes vers lesquelles on ne serait pas allé automatiquement. D'abord parce qu'on a des préjugés, parce qu'on a des barrières. Est-ce que vous avez ressenti la même chose ? Bien sûr, et pour vous l'expliquer, je repars de la première fois où je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Val d'Isère ou Arles, excusez-moi. Pardon ? Val d'Isère ou Arles, Madame Soupa ? Non, c'était Marseille. Marseille en mai. Et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'étais prête à rester 2 heures et puis à repartir, parce que je n'avais pas la silhouette de ce que j'allais avoir devant moi, voyez. Et en rentrant de Marseille, je me suis dit que j'avais trouvé une sorte de maison sans pierre, une maison sans, comment vous dire, une tente mobile, c'est-à-dire quelque chose qui bouge avec l'évolution de la société, mais à l'intérieur duquel on est bien,
parce que effectivement, il y a une ouverture, il y a un échange, il y a des rencontres. Ça dérange les neurones, c'est bien. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Mais bien sûr, mon verre. Marseille, sortie de confinement, on a la chance de pouvoir réunir, ce qui est exceptionnel, Anne Soupa, Delphine Orviller et Kaina Baloul. Voilà. Anne Soupa, donc, que vous venez de présenter, Kaina Baloul, qui est la première femme imam de France, et Delphine Orviller, que vous connaissez aussi, qui est au MJLF et qui est rabbin. Elles ont fait pleurer 400 personnes à Marseille dans la demi-heure où elles ont parlé, puisque le thème était celui de l'émancipation. Et elles ont diffusé une telle énergie de pacifique, transmis, qu'elles ont mobilisé. Autant, il y avait beaucoup évidemment d'associatifs et d'engagés. Elles ont mobilisé ou remobilisé des personnes qui perdaient confiance dans le mouvement d'émancipation dans lequel ils étaient impliqués. Et le fait que les religions puissent se parler entre elles, puisque c'est ce que vous démontriez, il y avait un double message dans votre présence. Il y avait ce message-là. 3 personnes de religions différentes sont très heureuses d'être ensemble et de se donner la parole de manière courtoise, tout à fait facile. Et puis, je crois aussi qu'on a été au bout du questionnement sur l'émancipation. Parce que, en tout cas, je me souviens, moi, d'avoir posé la question franchement, ne devrions-nous pas aussi nous émanciper de nos religions? C'est ce que vous évoquez. Vous dites une femme qui est religieuse a une double difficulté, une double émancipation à mener. Bien sûr. C'est plus dur encore, dites-vous. Bien sûr. Et de toutes les images de Dieu qu'on peut véhiculer, que quand on est au sein d'une religion, on apprend à contester, à retravailler, à reconfigurer selon quelque chose de plus, quelque chose de plus modeste, certainement de plus modeste, parce que plus on croit, moins on sait. Donc, la capacité qu'on a eue toutes les trois d'aller en profondeur dans nos investissements, je crois que ça a été un facteur de liberté pour tout le monde. Tout le monde s'est dit, après tout, je peux y réfléchir. Tiens, écoutons justement l'imam à laquelle vous faisiez référence, invité. Nous étions dans ce fameux train qui nous a transportés à Val d'Isère. Ce fut un voyage extrêmement riche intellectuellement. Ce n'est pas qu'un simple voyage, ce voyage en train. Écoutez ce qu'elle nous disait justement sur sa relation au mot « gouverner ». On l'écoute. Bien, gouverner, pour moi, c'est remettre l'humain au centre. Parce qu'on a vu ces dernières décennies, l'évolution de notre société. Et moi, quand je parle de société, je parle vraiment de l'humanité dans son ensemble. On a vu à quel point la matière ou la matérialité de la vie a pris le dessus. À quel point, finalement, nos dirigeants accordent beaucoup plus d'importance aux chiffres, à comment accumuler, à faire de plus en plus de résultats matériels, à comment faire de la performance, etc. Et on a tendance à oublier que sans l'être humain, on ne peut pas atteindre tout ça. Sans l'être humain, on n'a pas de performance. Sans l'être humain, on ne fait pas de chiffres, on ne crée pas de richesse. On oublie de mettre l'être humain au centre. Et gouverner, pour moi, justement, c'est prendre en compte la donnée humaine. C'est très important. Anne Soupa, c'est très intéressant parce que vous êtes sur Bismart, c'est la chaîne des entrepreneurs audacieux, des dirigeants d'entreprise. Mais c'est vrai que quand on entend Kaina, elle dit on est quand même dans le chiffre, on est quand même dans la performance, qui pousse de plus en plus l'homme sur le côté. Puis au même moment, on a des entreprises qui disent c'est fini, il faut qu'on change, il y a la raison d'être, c'est l'humain avant tout, c'est de donner du sens. Comment vous les regardez, ces entreprises, avec votre regard de théologienne? Moi, je les regarde avec beaucoup de confiance parce que je crois que dans l'entreprise, il y a des sortes de capteurs de ce qui est attendu et qu'elles peuvent percevoir qu'elles sont en train de partir dans une impasse et qu'il faut réhumaniser leur business, quoi. C'est pas que du business. On travaille avec des personnes. Kaina le dit, ce sont des hommes et des femmes, voilà, des femmes et des hommes. Exactement, oui. Effectivement, il faut... Donc vous avez une confiance en ces institutions-là? Oui, mais ça fait très longtemps, parce que je constate que, déjà il y a 20 ans, 15 ans, je constatais que le politique se figeait et que c'était dans les entreprises qu'il y avait des innovations. Donc je suis
Évidemment, il y a des faux pas aussi, mais je ne suis pas surprise de voir qu'on s'interroge aujourd'hui sur la manière de réhumaniser. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire et je me rattache très souvent à l'évolution du monde romain. Le monde romain a parfaitement assimilé tous les peuples frontaliers qu'il y avait autour d'eux, sauf peut-être les Juifs qui étaient particulièrement difficiles à approcher. Et cette manière par porosité, d'écouter ce que disent les voisins et de s'y conformer et de prendre les dispositions qui s'imposent, je crois que les entreprises en sont capables. C'est un beau message, c'est intéressant, venu de la bouche d'une théologienne. Bien sûr. Mais aujourd'hui, de toute façon, on le disait tout à l'heure, je l'évoquais tout à l'heure, l'entreprise, c'est l'organe social de référence. Et la plupart du temps, et ce qui sauve d'ailleurs l'entreprise, et moi aussi, comme Anne, je regarde en confiance les entreprises, les hommes et les femmes de l'entreprise sont plus en avance que leurs organisations. Et en fait, la transformation ne se fait pas de haut en bas, mais de bas en haut. Parce que l'entreprise le fait au nom de ses collaborateurs et de ses parties prenantes, et ça on y croit dur comme fer au Napoléon. Je voulais ajouter quelque chose. C'est par le bas finalement toujours que le monde se transforme. La cohésion se fait, comme le disait Kaïna Baloul, quand on met l'homme au centre, elles sont on est tous d'accord là-dessus, c'est évident, c'est-à-dire se réapproprier notre monde. Le progrès ne peut pas se faire sans nous, puisqu'après tout, le progrès, il ne peut être qu'un progrès de l'humanité. Et s'il n'y a pas d'humain autour, donc on a échoué. Et en ça, on est très confiant, évidemment. Mais la confiance ne doit pas uniquement être là sans l'action, et d'où des engagements très forts de toutes les personnes qui, par exemple, aujourd'hui, viennent au Napoléon, parce qu'elles ont besoin d'être soutenues, d'être aussi un peu réconfortées, d'être réénergisées, d'être leur dire vous êtes sur le bon chemin, c'est bien ce que vous faites. Mais évidemment, bien sûr. Il y a une complicité. Vous êtes bien parce que vous êtes vous. C'est ça. Oui. Vous êtes vous-même, continuez votre chemin. Oui. Quelles sont les rencontres qui vous ont marqué, Anne Soupa? Alors, il y a celle dont on a parlé, qui était un moment incroyable sur scène à Marseille, mais cette année à Val d'Isère, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous vous êtes dit, tiens, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant et j'ai pu lui expliquer dans la durée, parce que parfois on n'a pas le temps, la vie va trop vite, et là on a le temps, Napoléon, de parler. Alors, il y en a plusieurs, mais si je dois en choisir une, c'est une personne que je n'ai pas entendue comme speaker parce que j'étais pas là, mais j'étais à côté d'elle dans le taxi qui me descendait de Val d'Isère à Bourg-Saint-Maurice. Et je le questionnais petit à petit. Qui est un lieu souvent privilégié, voilà. Le taxi. Et il s'agit de Jean-Pierre Bibring, qui est un astrophysicien. Quand il m'a dit son nom et son titre, j'étais un petit peu silencieuse pendant, parce que c'était fort. Et puis, de question en question, il a fini par me dire, mais enfin, je vais vous le raconter en une descente de taxi. Et il m'a raconté effectivement sa vision. C'est un choc entre l'au-delà biblique et puis le scientifique qui cherche à percer le mystère du monde. Alors je ne savais pas s'il savait à qui il parlait, quelle position je pouvais représenter, mais il a été très carré, très cash, si on peut dire. On m'a dit, écoutez, il n'y a pas d'origine de la vie datable, il n'y a pas d'origine datable, c'est même pas un processus qui peut se formaliser, c'est un ensemble de conjonctures et de processus qui aboutit à la vie. On est sûr qu'il y aura de la vie nulle part ailleurs que sur Terre, et on ne peut même pas donner une période de temps à laquelle la vie aurait émergé. Vous avez répondu, Anne Soupa. Vous avez fait qu'écouter, ou à un moment donné, vous avez apporté la contradiction? Je l'ai relancé, j'étais trop contente de l'entendre. Vous avez fait la journaliste, en fait. J'étais trop contente de l'écouter. Même le temps est remis en question. Oui. Donc, il a glissé après sur le sujet de la... Moi, je l'ai relancé sur le sujet de la binarité. Le bien, le mal, les éléments qu'on oppose les uns aux autres, tout ça. Bon, intérieurement, je conteste cette binarité. Je crois qu'elle est obsolète. Je crois qu'on ne peut plus vivre avec une vision binaire du monde et des choses. Et lui, il a abondé dans ce que j'avais envie d'entendre. Il m'a dit, vous savez, il m'a parlé d'un philosophe, François Julien, qui avait épousé une Chinoise et qui avait contesté sa vision binaire par la vision plus orientale. Imprégnée par la culture asiatique.
pour dire qu'il y a une sorte de nuancier infini entre le bien et le mal, par exemple. Moi, c'est une question qui m'importe, le bien et le mal, et que je conteste depuis toujours. Je crois qu'il y a des paliers, il y a des nuances, il y a des retournements. Bon. Le nuancier de la vie, quoi. Voilà, le nuancier de la vie. Et lui m'a à la fois dérangé et conforté. Et ça, ce sont les rencontres des Napoléons. Quelques mots pour conclure, Mondaire. Anne Soupa incarne C'est très beau. tout ce qu'on aime, voilà, d'ouverture d'esprit, de conscience. Et je dis souvent, pour terminer, que les personnes qui prennent la parole en tant que speaker ne sont pas toujours les personnes les plus... Elles sont très expertes, mais les participants sont tout autant experts et engagés. Oui, voilà. vrai, Et donc... Anne, cette année-ci, n'était pas speaker, mais autant vous dire que quand elle prend la parole pour questionner un speaker, eh ben, il se passe des choses, et c'est ça qu'on aime. C'est des chocs de très haut niveau, en fait. C'est des controverses de très haut niveau. C'est ça que vous évoquez. Il faut rester simple, parce que ça passe par des choses très simples, c'est vrai, par des moments très ordinaires de la journée. Dans un taxi. Voilà. Et c'est très heureux comme ça. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous sur le plateau de Smart Job. Mais je remercie les de Bismart. C'est un vrai plaisir. Et puis je suis sûr qu'on se reverra, vous reverrez à Arles, j'en suis certain. Merci Anne Soupa pour l'amour de Dieu. Pourquoi j'ai osé bousculer mon église? Votre livre est sorti chez Albin Michel. Mondaire, c'était un vrai plaisir. On se retrouve à la fin de l'émission parce que c'est Olivier qui va vous remplacer avec une autre femme, une autre personnalité. Merci, grand merci Anne Soupa. Notre troisième invité, une femme, je l'indiquais, et c'est Olivier qui est avec nous et qui va nous accompagner. Vous êtes Olivier Si. Ah bah vous êtes Olivier. Voilà, tu disais une femme. Tout se complique. Et je vous présente notre invitée, Olivier. Vous la connaissez bien, évidemment, parce qu'elle a été récompensée à Val d'Isère. Et on va en parler. Anna Assouline. Bonjour Anna. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Moi, je vais très très bien parce que j'ai vécu une expérience incroyable au Napoléon pendant 3 jours. Je n'étais jamais allé au Napoléon et effectivement... Vous allez revenir. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir, tant à la montagne qu'à Arles ou ailleurs d'ailleurs. Vous êtes réalisatrice et vous vous présentez comme une réalisatrice engagée. Vous avez reçu plusieurs prix, notamment du FIGRA, et vous avez tourné ce documentaire à notre tour. Quel a été le début de l'aventure de ce documentaire? Alors, vous m'avez dit tout de suite, c'est pas de l'interreligieux, c'est les Juifs, les Arabes qui marchent ensemble sur les routes de France, c'est bien cela, et qui apportent un message, qui portent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Alors, c'est donc des jeunes Français, comme vous l'avez dit, juifs et arabes, juifs et musulmans, qui ont décidé de faire un tour de France où ils sont allés à la rencontre d'autres jeunes dans les collèges, dans les lycées, dans les centres sociaux, pour créer des débats de jeunes à jeunes. Ça, je crois que c'était un petit peu la nouveauté de leur Oui, c'est pas un vieux prof qui leur explique le truc. Voilà, c'était pas une parole institutionnelle face à des jeunes, c'était vraiment un dialogue sincère, cash, sans phare, parfois d'ailleurs un petit peu brut. De jeunes qui se disaient les choses à cœur ouvert et qui avaient une vraie volonté en tout cas de se comprendre, d'échanger, de se livrer. Et donc j'ai suivi ces jeunes qui ont fait un tour qui s'appelait le tour Salam Shalom Salut, qui a été initié par SOS Racisme. 2 militants de SOS Racisme, hein, c'est ça? C'était à l'origine 2 militants, oui, Dan et Marwan, qui ont initié ce tour. Et si on regardait la bande-annonce, tiens, pour vous rafraîchir la mémoire, parce que c'est vous qui l'avez réalisé. On regarde la bande-annonce et on le commente juste après. En novembre 2018, un groupe de jeunes Français, juifs et arabes, ont décidé de s'unir pour lutter ensemble contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi des juifs et des arabes? Parce qu'ils se sont souvent retrouvés au cœur des conflits qui ont agité notre pays. Parce que l'actualité les renvoie toujours dos à dos. Et parce que si eux, ils y arrivent, ils pensent qu'on pourra tous y arriver. À l'initiative de l'association SOS Racisme, ils ont décidé de partir sur les routes de France pour aller rencontrer d'autres jeunes. Partout, réouvrir le dialogue. Si je te dis juif et arabe, qu'est-ce que tu me dis en France? Qu'est-ce que ça t'évoque? Des jeunes qui viennent exprimer leur désir de vivre ensemble. Et affirmer que la France, c'est aussi eux, ensemble. Il y a quand même une parabole avec les Napoléons, parce que dans le plateau précédent avec Mondaire, il y avait quand même l'idée, on l'a vu, une imam, une femme rabbin, une théologienne, qui sur scène ont fait pleurer une partie de la foule. Les Napoléons, c'est ça, c'est aussi dire, on peut vivre ensemble, on peut se parler, on peut échanger, on n'est pas du même bord, mais on peut se parler, on peut grandir ensemble. C'est de ça dont il est question. Et clairement, c'est beaucoup d'ouverture, beaucoup de tolérance, et surtout dans un moment quand même un peu agité.
Et c'est ça qui nous... Enfin, ce qu'on vient de voir, le court extrait, et c'est absolument formidable. Et on est très honorés que Anna soit la lauréate de notre fonds de dotation. On la voit en photo, hein. Oui, tout à fait. Et voilà, et ça nous fait extrêmement plaisir. Et effectivement, les Napoléons, c'est aussi ça. C'est aussi ça, ces moments d'ouverture, d'échange, d'une meilleure compréhension, avec toujours cette question du temps long, qui permet justement une écoute un peu différente et très singulière. On vous voit sur scène, vous avez été récompensé pour ce documentaire. Ça vous a fait quoi de monter sur scène et d'expliquer finalement à cet auditorium rempli la mission qui vous avait occupée pendant des mois? Parce que c'est très long de faire un documentaire. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, ça m'a impressionné déjà de parler devant ce public. J'étais Vous êtes jeune? très fière. Oui, j'ai 31 ans. Mais... Très jeune. Vous êtes très jeune. Je vous confirme, vous êtes très jeune. Ça dépend d'où on se place, mais en tout cas, j'étais très fière que ce projet ait été sélectionné. Et c'est vrai que pour moi, donc c'était une première, comme pour vous, je crois. Donc, je suis venue avec un regard totalement neuf, et j'ai été très agréablement surprise. Non pas que je m'attendais pas à ça, mais par justement cet espace de, comme vous l'avez dit, de tolérance. Je crois que dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est extrêmement précieux, extrêmement rare d'avoir des lieux comme ça où on peut voir dialoguer en bienveillance des sensibilités parfois même opposées, différentes, avec cette même volonté d'avancer ensemble, de dessiner ensemble un horizon commun. Et ça m'a beaucoup marqué pendant ces 3 jours, et je dois dire que vous avez réussi à créer quelque chose de formidable et de rare. J'ai posé la question à Anne Soupa il y a quelques minutes, je vous la pose aussi à vous. Il y a évidemment les keynotes, il y a des espaces de conférences où on écoute, où on est passif. Puis il y a des moments aussi informels où on peut rencontrer des personnalités. J'imagine que vous avez rencontré à l'occasion des dîners, de ces moments d'espace de convivialité. Quelles sont les rencontres qui vous ont marqué ? Alors, j'ai rencontré tellement de gens merveilleux que ce serait difficile d'en citer quelques-uns. J'aurais peur d'en oublier. Je peux vous dire comme ça que j'ai eu un échange super avec Aya Sissoko, avec Rana Amra. On en parlait tout à l'heure. J'ai rencontré énormément de gens d'horizons très différents, d'horizons d'ailleurs parfois que moi je connaissais pas du tout, c'est vrai. Qui sont pas du tout de mon environnement professionnel, de mon monde. Et Mondaire et Olivier sont aussi 2 très belles rencontres, et je crois que c'est aussi à leur image, finalement, c'est les Napoléons. Il y a Comment vous les définiriez, tiens, vous? Parce que moi aussi, j'étais tout neuf quand je suis arrivé, je ne les connaissais pas. Chauve. Oui. Chauve, bien sûr. Mais c'est quoi? Il y a une forme de bienveillance, d'humanisme, c'est ça qui les construit? Oui, je pense que c'est ce qu'on ressent tout de suite après ces 3 jours, et même quand on les voit, il y a quelque chose d'assez instantané, en fait, d'une forme de lumière qu'ils ont tous les deux, de vraie bienveillance, et ça, on le ressent et à leur contact, mais aussi, je crois, dans toute la chaîne des personnes qui travaillent au Napoléon, jusqu'aux personnes qui travaillent à la sécurité, partout. Il y a vraiment cette même bienveillance, cette même, qui nous accompagne pendant ces 3 jours et qui fait du bien. Tiens, Anna, j'en profite quand même parce que c'est l'occasion de remercier à toutes vos équipes qui nous ont accueillis. Merci pour eux. Qui sont des jeunes femmes, jeunes garçons avec beaucoup de sincérité, beaucoup de gentillesse, de disponibilité, d'envie. J'ai l'impression que vous engagez beaucoup. Vous êtes des gens qui arrivent à engager. Oui, mais on accueille les gens, nous, et on essaye de le faire. C'est aussi une des spécificités françaises. Nous, on fait aussi la promotion de ce qu'on sait bien faire. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a créé les Napoléons. Et cette question de l'accueil, et on peut dire de l'hospitalité, et ça a beaucoup de contours, elle est extrêmement importante pour nous. Donc, on met énormément d'engagement à bien accueillir les gens. Et puis, on a une chance inouïe, c'est qu'on accueille des gens chouettes. Et forcément, ça marche dans les 2 sens, en fait. Voilà, on a vraiment des gens très, très chouettes dans notre communauté. Et tout ça fait un moment un peu singulier. Olivier, sans le dire, en le disant sans langue de bois, il y a peut-être des gens que vous croisez à Paris au pied de leur entreprise qui ne sont pas très chouettes, mais quand vous les croisez au Napoléon, en effet, je les trouve très chouettes. Non mais on se le dit franchement. Oui, ils sont beaucoup plus chouettes, ils sont plus détendus. Oui, mais là encore, parce que effectivement, il y a cette question du train, il y a ce départ tous ensemble, on s'écoute, il y a une forme de dépaysement. On a la chance aussi d'être dans des lieux absolument incroyables, que ce soit Val d'Isère ou Arles, où là aussi on est très bien accueillis, donc ça joue aussi. Et tout ça fait un ensemble et un moment, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on était à Val d'Isère, un peu suspendu, un peu particulier, surtout aujourd'hui dans une époque où la confrontation, et pas la confrontation bienveillante,
est quand même très présente. Il y a Pour ne une pas forme dire, d'agressivité. violence et Voilà, radicalité. voilà. Et nous, on essaye d'être vraiment à l'opposé de ça. On aime bien débattre, mais avec beaucoup d'écoute. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, on va la redécouvrir sur scène. J'ai eu le plaisir de l'interviewer dans l'auditorium, dans le cadre des émissions spéciales, justement, à la rencontre de cette femme engagée. Et vous l'avez rencontrée, ce fut une de vos rencontres d'ailleurs, Anna, qui nous explique l'action qu'elle mène très concrète. Tout ça peut paraître léger, mais extrêmement utile, non seulement pour les femmes migrantes, mais aussi pour les femmes précaires. Écoutez-la. Nous, vraiment, notre mission, c'est de les empowerer, entre guillemets. Donc, vraiment, leur donner le pouvoir et d'agir. Elles sont surprises au départ, ces femmes? Elles vous disent, mais non, ça ne marchera pas. Elles nous disent, mais non, mais moi, ma cuisine, finalement, c'est bon, mais parce que c'est mes enfants qui me le disent, c'est mon mari qui me le dit. Ils ne sont pas objectifs. Exactement, pas objectifs. Elles n'ont vraiment pas confiance en elles. Et finalement, nous, avec notre parcours d'empowerment, on a plusieurs étapes. D'abord, une étape déclic où, justement, elles n'ont pas confiance en elles et on va vraiment les accompagner, les inspirer avec des rencontres inspirantes, avec des événements d'inspiration, un peu comme les Napoléons, mais à notre échelle, où le but c'est vraiment de faire rayonner, les faire rêver, les faire inspirer et leur montrer que c'est possible. Retour en plateau, nous étions en train de commenter, parce que, évidemment, en coulisses, toutes ces femmes, vous les connaissez, elles viennent vous saluer, vous êtes presque amis avec ces invités. Il y a une forme d'amitié. Comment vous vous situez par rapport à elles et à eux d'ailleurs? Il y a évidemment une proximité parce que nous on fait ça parce qu'on y croit, on est très et puis par rapport à ce qu'on fait nous, c'est des gens qui ont des parcours, je dirais. J'allais dire beaucoup plus noble, mais c'est pas. Mais en tout cas, voilà, nous, on a. Ce qu'on organise, c'est la rencontre, voilà. Et là, les Anna, Rana, Lumna et Dunia sont des femmes qui sont extrêmement engagées. On est très fiers de les avoir avec nous. Anna, alors une fois que vous avez eu cet échange avec ces femmes, la carte, on échange les mails. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? C'est souvent comme ça que ça se passe. Ça démarre comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une rencontre qui se fait chez nous, et puis après, la concrétisation et les engagements se fait après. Et nous, on en est très fiers. On apprend des fois 6 mois après que grâce à cette rencontre, grâce à ce moment qu'on a créé, ou cette rencontre dans le train, ou cet échange à la sortie des keynotes, il y a quelque chose de concret qui s'est passé. Et ici, je crois que c'est aussi la chaîne du faire. C'est important. On n'est pas que dans des élucubrations. Et nous, ça nous touche énormément qu'à l'issue de ces rencontres qu'on organise, il y a quelque chose de concret qui est produit. La suite, Anna, pour vous, non seulement la suite que vous pouvez donner au Napoléon, est-ce que vous allez suivre? Est-ce que ça vous a donné une idée de documentaire et que vous avez dit, mais tiens, ces femmes du monde qui font de la cuisine et qui créent leur entreprise, je veux dire, elles en font leur métier, elles nourrissent parfois 400, 500 personnes je vais en faire un doc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui mûrissent, qui maturent? Bien sûr, on sort de là nourri par plein de choses, plein de belles rencontres, des parcours très inspirants. Donc évidemment, il pourrait y avoir des projets de films autour de nombreuses de ces femmes que j'ai rencontrées et de ces hommes aussi engagés. Mais il y a aussi, donc effectivement, vous me demandiez concrètement, il y a toutes ces femmes, on a échangé nos coordonnées, on a prévu de se revoir, on a la possibilité aussi de créer des ponts entre nos projets, de voir comment on peut organiser des choses ensemble, en l'occurrence. Il y a ce qu'on va faire avec le fonds de dotation aussi. Et j'allais venir, cet accompagnement qu'on va organiser. Voilà. Parlons-en justement, parce qu'il y a évidemment ce networking, l'idée qu'on puisse se rencontrer dans un lieu un peu particulier, détendu, certes. Et puis il y a quand même l'idée derrière d'un fonds de dotation, c'est-à-dire de pouvoir accompagner dans le temps des projets. Dont Anna est sur l'appel à projet 2022. Donc là, comment ça se passe concrètement pour Anna? Vous l'aidez financièrement? Comment ça marche? On va l'aider financièrement, on va l'aider aussi avec du mentoring, c'est-à-dire on va mettre la communauté à contribution et on va l'accompagner dans le développement de ces projets avec la communauté, parce que voilà, nous c'est une chose, mais on a aussi la chance donc d'avoir une communauté connectée qui a des moyens que nous n'avons pas, et c'est cette communauté qui va aider Anna à développer ses projets. Anna, donc concrètement, aider en mentoring, vous avez besoin de quoi pour développer votre structure, pour créer une société de production? C'est quoi le projet après? Alors le projet, c'est une campagne d'impact autour du documentaire, c'est-à-dire que pour poursuivre et étendre ce qui a été engagé par ces jeunes pendant 1 an, on veut utiliser le documentaire comme outil pour créer du débat, pour créer des rencontres, et on veut l'élargir vraiment à l'échelle nationale. Donc on a ce projet pour 2022. Concrètement, ça veut dire quoi? On démultiplie les documentaires? C'est des projections partout en France à destination de la jeunesse essentiellement. Et créer le débat et l'échange. Et créer des moments de débat et d'échange, et surtout des moments de rencontre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est un des constats, des tristes constats de ce film et de ces jeunes, c'est qu'en fait maintenant on se rend compte qu'il y a plein de jeunes qui ne se parlent plus, ne se rencontrent plus, ne se connaissent plus.
qui sont devenus un peu des fantasmes désincarnés les uns pour les autres, alors que parfois ils regardent exactement les mêmes séries, ils écoutent la même musique. Exact. Et ils sont dans des mondes un peu parallèles. Faïence, ils vivent la même vie. C'est exactement ça. Et et la rencontre, en fait, c'est en tout cas ce que nous a montré ce projet, c'est très puissant, beaucoup plus puissant parfois que tous les grands discours. Pouvoir se mettre à la place de l'autre, pouvoir le regarder dans les yeux, pouvoir s'identifier à l'autre, c'est quelque chose qui peut ébranler. Et grâce au Napoléon, c'est bien cela. L'idée, c'est de pouvoir l'accompagner pour porter un peu plus haut encore ce documentaire et les échanges qui se nourrissent du documentaire. Et d'ailleurs, on va se donner rendez-vous à Arles, puisque c'est un point d'étape important. On pourra justement favoriser à nouveau cette rencontre, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer. Mais c'est vrai que cette rencontre estivale va nous permettre là, de faire un peu aussi un bilan et d'organiser encore ces rencontres. Voilà. Arles, on va le garder pour notre dernière séquence, parce que Mondaire va nous rejoindre, parce qu'on va parler de la suite, les fonds de dotation, l'accompagnement d'associations, de structures que vous avez décidé d'accompagner. Merci Anna. Merci il y a ce projet et l'accompagnement des Napoléons. Il y a un film en cours. Il y a un projet. Plusieurs projets de documentaires, et aussi la création d'un mouvement de femmes contre le racisme et l'antisémitisme. Qui vient prolonger le doc. Exactement. Donc 31 ans. Vous voyez ce qu'elle fait déjà, 31 ans. Merci. Juste incroyable. 31 ans. Juste incroyable. Beaucoup. Donc vous êtes une femme activiste. Ça vous plaît pas ce mot? Là, avec la création de ce mouvement, disons qu'on peut un peu plus parler vous assumerez d'engagement plus militant. ce mot activiste. Mais en tout cas, vous êtes une réalisatrice de documentaires récompensée, réalisatrice engagée, on l'aura compris. Le titre du documentaire, À notre tour. Exactement. En un mot, ça veut dire quoi, à notre tour? C'est à notre tour de prendre la parole? Alors, ils ont fait un tour de France, donc il y avait un petit jeu de mots avec le tour, mais c'était vraiment cette idée que c'est à notre tour maintenant de parler de ces choses-là, de se saisir de ces sujets. C'est le moment, qu'on ne parle plus il faut y aller. Et pas le laisser, à ce qui n'est pas toujours très... Merci Anna Assouline. On va se revoir, on se reverra. On se reverra peut-être à travers les écrans et les documentaires que vous allez diffuser. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, récompensé au Napoléon à Val d'Isère et accompagné, on l'aura compris, ce n'est pas qu'une récompense, c'est aussi un accompagnement sur la durée. Eh bien, on va retrouver Olivier et Mondaire pour notre dernière partie d'émission, pour faire le point et puis pour se projeter aussi. Retour en plateau pour terminer. Déjà. Mais tristesse. C'est presque fini. Mais il nous reste encore quelques minutes pour échanger ensemble. Mondaire nous a rejoint. Parce que ce qui est intéressant, au-delà de la philosophie, c'est peut-être de revenir en un mot sur ces espaces de convivialité. Parce que c'est à la fois du savoir, de la réflexion, des débats disruptifs. Nous l'avons dit. Puis c'est aussi des moments de convivialité, les Napoléons. C'est aussi le moment où, là aussi, on pose le masque. Il y avait un dîner le premier soir. Le lendemain, il me semble qu'il y avait un karaoké où il y avait presque une centaine de personnalités qui ont chanté, qui ont pris le micro et qui se sont amusés. Et je me disais, en écoutant notamment Najat Vallaud-Belkacem, qui évoquait ce moment de convivialité, que c'était peut-être plus efficace qu'un bureau dans un coworking en costume, un peu étriqué, en train d'essayer de discuter, alors que là, les choses se font peut-être plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez cette expérience et ce recul ? Déjà qu'on l'assume complètement, et effectivement on peut faire les choses sans s'auto-flageller, on peut faire des rencontres, on peut essayer, sans être gris, quoi. Voilà, sans être gris, et c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme les enfants, hein, c'est pas pour rien qu'il y a des récréations dans une journée. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et un moment, si on veut que les gens s'écoutent, que les gens essayent de comprendre ce que fait l'un et l'autre, il faut créer des respirations, et c'est tout à fait assumé. Et finalement, ces respirations, c'est aussi des moments de business, parce que vous apprenez à connaître quelqu'un, à lui faire confiance, et plus tard, ça débouchera sur quelque chose. Vous êtes d'accord ? Si je reprends le mot de respiration, aujourd'hui, et de le dire peut-être un peu de manière poétique... Pour le karaoké, c'est utile, par ailleurs. Oui, tout à fait. Il faut inspirer et expirer. Il y a des moments d'inspiration, on écoute, on entend, et il y a des moments où il faut expirer et se laisser aller à d'autres choses. Qui sont aussi des moments de networking et de business. Bien sûr. Le lien se crée comme ça aussi. Le lien se crée dans le partage d'un repas, dans le partage d'une écoute de musique, dans un échange avec un artiste. C'est tout aussi important. Vous ne m'avez pas répondu, et je vais vous la reposer la question, parce que vous m'aviez expliqué qu'il y avait une pression maximale à cause du Covid et que cet événement a pu avoir lieu dans des conditions sanitaires évidemment extrêmement contrôlées. Je vous repose la question, à quel moment, respectivement, parce que vous vous déplaciez, vous alliez à la rencontre des invités, vous les accueillez, vous les guidez, vous les aidez. À quel moment il y a eu comme ça un petit moment où vous vous êtes dit je suis vraiment fier de faire ce que je fais depuis 14 ans? En fait, très sincèrement, on se le dit tout le temps pendant tout l'événement, parce que, et c'est sans aucune flagornerie, mais là encore, on a vraiment des gens très chouettes qui sont parmi nous. On fait des rencontres absolument incroyables. C'est une des raisons pour lesquelles on se lève le matin. Vous êtes encore surpris, Olivier, ou pas?
Bah oui, Est-ce on que est vous êtes toujours. surpris? Mais C'est ça qui on est, m'intéresse. oui, on est toujours. On est C'est toujours un surpris. réenchantement, Mais oui, c'est un incessant enchantement parce que, permanent. Il Il y a combien? Il y a 60% de nouvelles personnes comme vous qui nous avez fait le plaisir d'être là. On découvre sans cesse ces systèmes. C'est bon de se réveiller le matin, pas uniquement à Val d'Isère, mais aussi en préparation, parce que on rencontre des personnes qui font des choses, qui sont des acteurs de leur vie. Et vous êtes fiers de les mettre en avant. Et évidemment. Et puis on est surtout fiers de les rencontrer. Il y a la mise en avant, elle est là mécaniquement, mais c'est surtout des très chouettes rencontres. Et puis aussi, on ne fait pas ça tout seul. Hein. On a quand même autour de nous une équipe, un comité éditorial qui nous accompagne, nos partenaires qui jouent un rôle extrêmement important Oui. dans l'organisation des Napoléons, dans l'expérience des Napoléons. On a la chance Ils sont d'avoir... agissants sur l'éditorial. Ils apportent une contribution qui est permanente. Et puis surtout dans l'expérience, qui est un peu notre marque de fabrique, ils sont clés. On prend l'exemple du train. Les Napoléons ne seraient pas ce qu'ils sont sans avec SNCF. On a la chance d'avoir ce train qui est non pas un outil de mobilité, parce que la question d'aller d'un point A à un point B, ok, très bien. Voilà. Mais c'est surtout le train participe de façon extrêmement importante à la rencontre. Et voilà. Et on n'aurait pas ce dispositif, on ne serait pas ce qu'on est. C'est très important. Il faut dire que là, la mobilité est plus forte dans le train. On se déplace, certains se retrouvent. Ah, t'es là. Ah bon, tu seras là. Tu fais quoi? Et donc, dès le début de ce voyage, qu'on a vu d'ailleurs à l'image, il se passe quelque chose. C'est la première question que nous posent les participants en dehors des aspects éditoriaux. Qui va parler? Mais est-ce qu'il y aura bien le train? Ceux qui connaissent savent que le train est un moment très privilégié pour justement aller à la rencontre des autres. Toute comparaison gardée, ça ressemble au que j'ai pris le train de Brive pour les auteurs du Salon du Livre, où déjà, en fait, ce déplacement, ce transport, ce moment est assez particulier avec les auteurs. Il y a une unité de lieu. Et on est contraint par le fait que c'est un train qui, pas le choix. Voilà, qui circule, qui est là. Et puis aujourd'hui, la facilité de contact est forte, d'autant plus qu'il y a une application qui permet de très rapidement savoir qui est là, comment ça se passe. Et puis les rencontres se font de manière extrêmement fluide et simple. Surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens tombent la casquette. Et voilà. Ou le bonnet en l'occurrence là. Ou le bonnet. Ou le statut. Ou l'image. Voilà, le président du MEDEF est quand même venu, on l'a vu à l'antenne d'ailleurs, avec ce gros pull de ski un peu traditionnel. C'était assez intéressant de le voir poser le veston. Il est à Val d'Isère, il s'est mis, et c'était très chouette d'ailleurs. Nicolas de Taverneau aussi. Tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de... Juste avant de parler de l'AMI, l'active membre Fort Impact, parce que c'est important que vous en parliez, je voudrais vous entendre sur ce sujet. C'est comme un dîner, quand on invite un dîner networking, on se dit, bon, lui, on voudrait, mais je crois qu'il ne s'entend pas très bien avec lui. Ce débat, il est posé. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, pour que tout ça marche, il faut que vous ayez une connaissance très fine des personnalités de chacun, franchement. Oui, on fait attention. On fait attention, mais pas plus que ça. C'est ça. Mais ça va dans cette idée d'accueillir les gens. Évidemment, on sait que des fois, il peut y avoir des petites inimitiés. Mais très honnêtement, la plupart du temps, si elles existent au départ... au bout des 4 jours, ça, c'est intéressant. Voilà, elle s'effrite un peu. On a reçu des personnalités qui étaient un peu clivantes, notamment à Marseille, où on a eu quelques commentaires, et à la sortie, les gens nous ont dit mais cette femme est absolument formidable. Donc les choses, parce que là encore, la question du temps, qui permet d'aller en profondeur dans les débats, change absolument la donne. Les Napos, c'est quoi dans les j'ai dit 14 ans, en l'occurrence, c'est la 14e édition, mais ça fait 7 ans, puisque vous avez 2 éditions par an. Arles, entre autres, et Marseille, on l'évoquait. Pour être extrêmement précis, vous vous projetez à 10 ans, comment ça se passe? C'est quoi les Napos dans 10 ans? On est un réseau social, mais un réseau social qui est un facilitateur pour les projets à impact. C'est ça notre vocation. On a la volonté aujourd'hui d'être un facilitateur, ou en tout cas, nous voulons aider les entreprises qui sont déterminantes dans la transformation de notre monde à exercer leur citoyenneté. On les aide en les faisant se rencontrer avec d'autres entreprises qui peuvent les aider par leur expérience d'impact ou autre. On veut aider à créer ce lien et ces passerelles entre le monde associatif et le monde en tout cas de l'économie sociale et solidaire et ces mêmes entreprises. Mais on veut aussi faire bénéficier de ce souffle tous ces cette nouvelle génération qui est en train d'œuvrer pour changer notre monde. Anna en faisait partie, on l'a vu tout à l'heure. Et il y en a beaucoup d'autres. La relève. Et donc cette rencontre générationnelle, passerelle entre les générations, passerelle entre les cultures, passerelle entre les traditions, passerelle entre les idées, passerelle entre
une activité économique et une autre qui parfois s'ignore quand un scientifique on l'a vu tout à l'heure. voilà. Donc c'est ça qui nous amuse et c'est ça qu'on continuera à faire. Qui vous amuse et j'imagine, qui vous remplit, qui vous emplit. Oui, évidemment. Et comme on le disait, je dis amuse à dessein parce que encore une fois, on peut innover. Il faut pas innover triste. On peut être cool en étant efficace. Si on prend pas plaisir à ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qui va aider à l'efficacité. Il y a de la philanthropie aussi, parce que j'aimerais que vous en disiez un mot. Il y a quand même des prix. On accompagne des projets. Combien de projets vont être accompagnés à l'issue de Val d'Isère? 5 projets. 5 projets. On peut les citer peut-être? Bien sûr, on peut les citer. C'est important. Il y a les 3 premiers projets qui nous tiennent à cœur, qui sont sur la thématique de l'égalité femmes-hommes, avec Diariata Ndiaye et son application Appel, qui aide les femmes qui subissent des violences. Il y a Rana Amra, dont on parlait tout à l'heure, qui, elle, travaille sur la précarité des femmes avec Humanity Diaspo. Et il y a l'Institut du genre en géopolitique, qui, lui, travaille sur des plaidoyers pour que le genre aujourd'hui soit uniformément, j'allais dire, envisagé dans le monde, et c'est des enjeux majeurs qui sont plutôt politiques. Et là, c'est un enjeu planétaire. Voilà, ça, c'est les 3 premiers. Ensuite, il y a évidemment Anna Assouline, qu'on vient d'entendre. Et puis, on a un autre projet qui s'appelle Disturb, avec Pierre Terjman, qui, lui, fait un travail exceptionnel de sensibilisation à l'actualité et aide les jeunes à apprendre à s'informer de manière responsable et à pratiquer la curiosité. On peut dire ce qu'il fait, il met des photos dans la ville, autorisées ou pas, nous a-t-il dit en plateau, puisqu'on l'a reçu, des grandes photos, parfois grand format 4x3, pour heurter, alerter sur des sujets d'actu. Voilà. C'est ça, son ancien photoreporter. Et éduquer aussi sur la question des fake news. Voilà, ouais. Ancien reporter de guerre, faut-il le rappeler. Quelques mots, Arles, on sera l'été. En général, le Covid s'arrête fin mars, parce qu'on est un peu dans la saisonnalité du Covid. C'est vrai, il y a une espèce de temporalité. Vous serez moins stressé, vous serez aussi stressé la veille? J'espère qu'on sera moins stressé parce qu'honnêtement c'était un peu éprouvant quand même. Donc j'espère qu'on sera un peu. Il semblerait qu'on soit peut-être enfin dans une la fin de cette pandémie. On va voir parce que ça fait maintenant presque 2 ans qu'on se dit ça. On nous le dit, Voilà, mais oui, j'espère qu'on sera moins stressé. On est très heureux de revenir à Arles du 20 au 23 juillet. Une thématique qui n'est pas encore définie mais qu'on va annoncer. Donc c'est aussi un appel que je fais à vos téléspectateurs. N'hésitez pas si vous avez des idées. N'hésitez pas à nous les communiquer. Ça fonctionne aussi comme ça. Ils vont chez vous, le Napoléon. Il y a tous les moyens. C'est assez clair. Tous les moyens de contact effectivement sont possibles et inimaginables sur nos réseaux sociaux. Et effectivement, du 20 au 23 juillet à Arles, Mais vous avez quand même quelques petites réunions d'ici là, pour quand même au niveau du comité éditorial. Oui, vous avez des idées, vous? Oui, bien sûr. De notre communauté. Bien sûr qu'on a des idées. Et un travail collaboratif qui aboutit au choix d'une thématique. Évidemment, on a des idées, mais on ne veut pas infléchir le cours des choses. Non, on les gardera pour sinon ça casserait la philosophie que vous avez développée. Ça vient du bas, ça part d'en bas. Oui, et puis avec une forme d'ouverture qui est très forte. Olivier Moulierac, Monder Abdelnader, c'est un vrai plaisir de partager ces 57 minutes avec vous et ces 4 jours. C'est passé à la vitesse de l'éclair. Et oui, ça veut dire que vous étiez bien. On se retrouve à Arles, j'espère. Bon vent, comme on dit. Travaillez bien et puis continuez à sourire et à apporter du bonheur finalement à tous ceux que vous faites se rencontrer, parce que c'est toute la philosophie des Napoléons. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre avec un salut d'Olivier de la main. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'antenne, mais comme la reine d'Angleterre. Voilà, ça sera le salut d'Olivier. J'espère avoir la même longévité. Bye bye, merci à vous et merci à vous deux et merci à tous ceux qui ont participé au Napoléon. Merci.